question peut être entendue de plusieurs façons. Soit ça concerne le patient, autre chose que ce qui concerne le patient, soit ce qui concerne l'analyste, autre chose que ce qui concerne l'analyste. Alors, j'ai du mal à comprendre cette question. J'ai demandé à la personne qui me l'avait posée. En fait, c'est une partie qui est de savoir pourquoi le patient parlerait d'autre chose que ce qui concerne l'analyste, c'est-à-dire quelque chose qui le dépasse. À ce moment-là, il faut que l'analyste apprenne du patient, parce que si ça le dépasse, eh bien, c'est soit qu'il n'a pas suffisamment été analysé, soit qu'il est choqué. Alors ça pose le problème de savoir quels sont les patients qu'on accepte. Parce que si on a un patient avec manifestement ça ne va pas se passer bien, parce que les opinions politiques, par exemple, ne sont pas les mêmes, parce que toutes sortes de raisons, il vaut mieux les refuser que de les accepter dans ce cas-là. Alors, la deuxième partie de la question, qui m'intéresse plus, c'est autre chose que ce qui concerne le patient. Eh bien, autre chose que ce qui concerne le patient, c'est le transfert. Parce que autre chose que ce qui concerne l'analyste, c'est le transfert. Parce que le transfert ne concerne pas l'analyste, il concerne quelqu'un d'autre. Et évidemment, l'analyste ne doit pas s'identifier à ce quelqu'un d'autre. Il doit rapporter ce transfert, Freud nous dit, à l'histoire infantile du patient, et surtout au schéma que le patient s'est constitué dans ses relations d'objets. C'est-à-dire Freud nous dit qu'il y a un schéma, c'est-à-dire, nous l'entendons maintenant par une structure qui fait que les patients répètent toujours la même façon d'être avec les gens qu'ils aiment. Voilà. Et donc, ce transfert, ça va devenir le fondement de l'analyse, et c'est ce dont nous allons parler demain. C'est le fondement de l'analyse, parce que ça va résumer toutes les relations d'objets, c'est-à-dire tous les investissements du patient, et c'est grâce à l'analyse de ces investissements qu'on va comprendre, que le patient va comprendre les éléments névrotiques qui l'empêchent d'entrer en communication avec l'autre. Alors, la monstration, c'est effectivement le fait de montrer. Bien. De montrer quoi? De montrer des choses qui vont choquer, ceux qui regardent. Et c'est quelque chose qui va provoquer, littéralement, c'est-à-dire obliger à parler, l'adulte. Alors, soit l'adulte rentre dans une complicité avec l'adolescent, et comme on le voit très souvent, j'ai vu, il y avait un film pas longtemps à la télévision, où on voyait qu'on s'intéressait aux amours des adolescents, alors sous toutes les coutures, avec comment dirais-je, une volerie, quelque chose de malsain dans le regard. Parce que la monstration, c'est-à-dire l'exhibitionnisme, va entraîner chez l'interlocuteur, va entraîner un voyeurisme. C'est le couple voyeurisme-exhibitionnisme de Freud. Par ailleurs, on peut se demander si cette
monstration, si cette exposition, si cette n'est pas une façon en fait de montrer que c'est finalement pas simple la sexualité et que ça angoisse le sujet. Alors ça c'est très intéressant comme question parce que ça n'est... Enfin c'est à la fois clair et pas clair. Enfin, c'est-à-dire que la fin d'un processus de deuil est quelque chose de subtil. C'est-à-dire que quand on est dans le deuil, de quoi il s'agit? On parle tout le temps de la personne, on en parle au présent, et on est obnubilé par son absence, c'est la présence-absence de la personne qui vient de partir. Et alors, le processus de deuil, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on va en parler moins du patient, du parent perdu, on en parlera moins en analyse, on va en parler au passé, ce qui est normal, puisque le parent est décédé, donc c'est passé. Mais quand on en parle toujours au présent, c'est que le deuil ne se fait pas. Parce qu'il arrive que les deuils ne se fassent pas. Voilà. Donc c'est une façon, en fait, de remarquer le deuil, c'est que on en parle moins du patient, on est moins obnubilé par sa présence-absence et on en parle au passé surtout. Merci. C'est très simple. Dans le rêve, on dort, et dans le délire, on dort pas. C'est une réponse, je n'ai pas trouvé d'autres réponses que celle-là. Parce que le contenu du délire et le contenu du rêve est la même chose. La même chose, on le voit bien dans les cauchemars. Enfin, les cauchemars sont des scénarios, des fantasmes délirants. Bien sûr, qu'ils sont mis en scène. Mais dans le cauchemar, c'est pas pour rien qu'au moment où on se réveille, c'est là que les choses sont ambiguës et que les choses sont près du réel, comme dirait l'autre. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on se demande si le rêve ne fait pas véritablement son effet, qui est tout de même, malgré la levée partielle du refoulement, à refouler quand même les idées.